bien, nous sommes le samedi 19 octobre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale, du XRP, de Stellar avec ses liens en Ukraine avec BlackRock, et pour terminer la minute complotiste, on parlera vite fait de Rothschild. On commence par l'actu générale et on a ici un amendement qui a été adopté, donc on va voir si ça va être voté. Je pense personnellement que oui. Et bien c'est simplement la flat tax qui va passer de 30 à 33%. Voilà. Il faut noter que cette personne avait déjà fait en fait un amendement, un projet de loi avec Éric Coquerel pour cette fois-ci l'impôt universel. Et on a vu, je pense que vous avez dû voir dans l'actualité, qu'il y a un amendement qui a été voté aussi pour l'impôt universel. Je pense personnellement que autant le premier va passer, autant celui-là c'est un micmac, c'est un peu compliqué avec les accords. Je pense pas qu'il passe, et s'il passe, il va falloir du temps avant que tous les pays signent tout simplement la charte de la France, et je pense qu'il va falloir quelques temps. Mais bon, si vous restez en France, c'est un peu chaud. Voilà. Pour ce qui est de la flat tax, ils ont choisi 33, je pense que vous avez bien compris pourquoi. Vous savez qui nous dirige. 33, l'indicatif de la France, c'est le 33. Quand vous dites 33, le docteur vous dit dites 33 pour vous examiner. C'est voilà, vous avez la franc-maçonnerie qui est au 33e degré, et là je pense que vous avez compris. Le dernier, le plus haut grade, c'est 33. Vous savez, la France adore le 33, vous comprenez pourquoi. On continue. Et cette fois-ci, on va parler de l'Irlande qui élabore des lois crypto urgentes avant les règles de l'Union européenne sur le blanchiment d'argent. Il faut savoir que l'Irlande déjà c'est un petit peu un paradis fiscal, c'est quand même assez intéressant, et donc ils veulent se mettre tout simplement en réglementation sur les lois MiCA et sur les lois aussi, voilà, justement des blanchiments d'argent, etc., de terrorisme, financement terroriste, etc. Donc ils mettent tout en œuvre actuellement pour être tout simplement en conformité avec MiCA. On continue, on a Bitcoin, on a l'Italie qui veut augmenter les taxes, et donc ils ont fait un amendement pareil, ça pourrait passer de 26 à 42%, carrément hallucinant. On continue et on a Chypre qui gèle les applications crypto avant la transition MiCA à l'échelle de l'Union européenne. Pareil, Chypre c'est tout simplement un peu un paradis fiscal, et on voit que tous ces pays qui sont des paradis fiscaux en fait, enfin plus ou moins des paradis fiscaux, qui paniquent un petit peu et qui tout simplement essayent de se mettre en conformité aussi pour MiCA. On continue, on a la Russie qui présente Apple Pay. Alors attention, quand je dis présente Apple Pay, c'est un système qui correspond à Apple Pay, puisque en fait ils ont été sanctionnés, et depuis 2022 ils ne peuvent plus utiliser ni Apple Pay ni Google Pay. Donc eux ils vont utiliser tout simplement un autre système avec système de paiement MIR, l'équivalent russe de Visa et Mastercard, qui exploite également des paiements hors espèces en Russie. Donc ils créent leur système, ils ont raison, et je pense que ça peut se démocratiser. D'autres pays des BRICS peuvent peut-être faire pareil. Ici on a le Japon qui a augmenté le volume des exportations de voitures en Russie, et on voit que ça a quand même été une augmentation de 21,3%. Il faut savoir que malgré ce qu'on vous dit qu'il y a des sanctions, il y a le business il marche toujours, et il y a quand même des ventes, il ne faut pas se leurrer. Ils font du business, et surtout la Russie avec toutes ses matières premières, ses ressources, etc. Vous avez l'Occident qui est coincé, qui doit de toute façon être obligé de faire des affaires avec, malgré qu'il y a la guerre. On a l'émetteur stablecoin des Émirats Arabes Unis qui reçoit le feu vert de la Banque centrale. Donc est-ce que ça va être le premier? Avec Tether en attente dans les coulisses, le stablecoin devient le favori pour lancer le premier jeton réglementé à PEG dirham aux Émirats Arabes Unis. Donc on va voir si effectivement, je pense personnellement qu'ils sont, on voit que les Émirats Arabes Unis sont quand même vachement en avance, et aussi même au niveau des réglementations. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a très peu de temps, on a Ripple qui a obtenu une licence DFSA justement
Donc c'est intéressant de le noter. L'ouragan Milton pourrait coûter aux assureurs 60 milliards. Là donc vous allez là c'est pas compliqué. Quand vous avez une maison maintenant pour vous assurer, je peux vous dire que ça va coûter bonbon. On continue. Alors il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une personne qui avait hacké en fait, le tweet de la SEC. Déjà, ils n'avaient même pas une authentification 2FA, imaginez. Déjà, on peut le croire ça? Et donc, ils avaient usurpé la SEC pour annoncer une fausse approbation. Donc, en fait, ça avait pumpé et ensuite, ça avait chuté gravement. Mais bon, moi, personnellement, je reste persuadé que la SEC, imaginez bien, ça s'appelle la sécurité des commissions d'exchange et ils n'ont même pas mis un 2FA sur leur compte Twitter. Laissez-moi rire. On continue, on a le rôle du USDC dans les paiements transfrontaliers, les envois de fonds. Et on voit que le fait que l'USDC, maintenant avec Mika, devient un petit peu un petit souci, on va dire, qui va être écarté, eh bien l'USDC prend plus d'ampleur et il y a beaucoup de pays en Amérique du Sud par exemple qui commencent à utiliser l'USDC, mais il y a encore pas mal d'améliorations à faire. Il faut bien comprendre que par rapport à la technologie par exemple de ce que Ripple fait avec son stablecoin, et en plus il y a USDC il dépègue alors que le RULSD avec sa technologie il va pas pouvoir dépéguer. Donc je pense que personnellement, même si l'USDC va toujours être là, je pense que le RUSD, en plus, ils ont une réglementation, eux, comme quoi c'est pas une sécurité. Donc je pense personnellement que ça va petit à petit, ça va se mettre en place pour Ripple. On continue, on a le gouvernement qui en a marre des paiements de ransomware alimentant un cycle sans fin de cyberattaques. En fait, vous avez plus les entreprises payent ce qu'on appelle des rançons pour pas qu'en fait on publie leurs data qui ont été tout simplement hackées. Et bien plus il y a des hackers qui c'est un cycle sans fin, puisque plus les hackers essayent d'attaquer encore plus s'ils voient que ça paye. Donc là on a le gouvernement qui est un petit peu énervé et qui voudrait en fait trouver une solution. Et moi personnellement je pense, en tout cas c'est mon avis, que Codius va rentrer en jeu, et avec ces plateformes de contrats intelligents où là au niveau sécurité il y a des validateurs, il peut y avoir des gels, il peut y avoir des blocages, et ça permettra en fait d'éviter tout simplement ces fuites de data. Je pense en tout cas que Codius on entendra parler très bientôt. On a la Russie qui nationalise les actifs du géant alimentaire américain Glav Product. En fait, ils sont en Russie, mais du coup, avec les sanctions, en fait, la Russie fait exactement la même chose que fait, puisque la Russie a eu des actifs gelés. Et c'est pas compliqué. Ils ont pris les usines et puis maintenant, c'est à eux, tout simplement. C'est de bonne guerre. On a l'Ukraine qui va récupérer des chars américains de sources inattendues. Et en fait, la source, c'est l'Australie qui donnera des chars Abrams à Kiev que les États-Unis en ont donné. Voilà, donc ils font un don. À mon avis, il y a beaucoup de dons aussi en Ukraine, tout simplement pour refaire les stocks. Voilà, ils ont envoyé 31 Abrams. Ce qu'il va faire l'Australie, c'est qu'elle va racheter des trucs plus récents. C'est pas compliqué. Voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé et je voulais juste vous montrer quelque chose pour les gens. Alors c'est toujours intéressant d'aller sur Google Trends et de taper Bitcoin, ou vous pouvez taper autre chose, hein, mais de voir un peu la tendance, et on voit quand même qu'on est loin de l'euphorie sur Internet, sur le Bitcoin, vous voyez. On est quand même en bas encore, donc on voit bien qu'on n'est pas encore dans Bull Run. Regardez en Bull Run en 2021 où on était, il y a quand même une petite différence, mais ça peut aller très vite. En fait, c'est simple. À partir du moment où le BTC va faire son ATH, je pense que là, ça va commencer à monter en flèche. Voilà, maintenant on va parler tout simplement de Terre et de ces liens en Ukraine. Alors on va juste essayer d'aller regarder
L'Ukraine, logiquement, ça devrait être par là. Voilà. Donc vous avez l'Ukraine ici et on voit que dans la technologie de partnership, c'est le Stellar Development Foundation. C'est la fondation de développement tout simplement de Stellar. Et maintenant, on va lire ce petit article. BlackRock, JP Morgan et McKinsey travaillent sur la banque de reconstruction de l'Ukraine. Je pense que vous le savez, en fait, ça fait très longtemps déjà qu'on a BlackRock. Alors, McKinsey, il y a peut-être peu de gens qui le savent, mais McKinsey aussi, et JP Morgan qui, en fait, tout simplement, veulent reconstruire. De toute façon, c'est toujours la même chose. Ils proposent, ils foutent le problème, ils mettent et ensuite ils vous proposent une solution, tout simplement. Donc, après avoir été ravagé par la guerre depuis l'invasion des troupes russes en 2022, les estimations suggèrent qu'il faudrait plus de 400 milliards, je crois que c'est même maintenant, c'est 500 milliards, imaginez, d'euros à l'Ukraine pour reconstruire. Pour apporter une solution à cet énorme déficit de financement, les gestionnaires d'actifs mondial, BlackRock, le géant bancaire JP Morgan et le cabinet de conseil en gestion McKinsey Company travaillent avec le pays pour établir un fonds de reconstruction et attirer des milliards de plus en investissement privé. Alors, ce qui est intéressant de noter, en fait, c'est que il y a déjà des liens entre... alors, on va regarder déjà un petit peu juste la fondation Stellar, comment elle travaille avec son fonds et comment la technologie en fait va pouvoir aider pour justement aider, parce qu'il faut savoir que pendant la guerre, les gens, il y a beaucoup de gens déjà débancarisés, il y a des gens qui sont déportés d'un endroit à un autre, qui n'ont plus la banque locale. Donc on va juste regarder un petit peu cette interview entre tout simplement Stellar et la fondation. On va écouter ça. How does blockchain fit into those metrics in the objectives that your agency sets out to achieve? Yeah. So for those of you that are not familiar, so there are 17 SDGs, and last week actually, in New York there was the SDG Forum. So the key here is that we are fighting hunger, we are fighting poverty, also equality, so gender equality. The more money we get to... Donc je vous rappelle que c'est la fondation. Donc eux, leur objectif, c'est d'aider, en fait, c'est une fondation et c'est d'aider, en fait, tout simplement, que ce soit les gens qui soient, par exemple, dans des pays en guerre, que ce soit des problèmes, bon, même si, bon, bref, de genre, des problèmes d'égalité, etc. Voilà, ils vont essayer d'aider. C'est un peu comme une think tank, on va dire, mais en tout cas, c'est la fondation Stellar. To our beneficiaries, and also the aspect of economic and financial inclusion. So it's not just financial inclusion, it's the economic inclusion really provides new structures, stronger institutions as well. And I think one side which is very exciting is actually that people can go about their own lives, create their own businesses and move forward. So we haven't talked about the ID, the transportable ID. Once they get funds from UNHCR, they establish a track record and then can use that going forward. So there are a few elements that we need to put together on the SDG side. The SDGs are not necessarily on track at this point, but they need... Donc c'est pour ça qu'ils vont utiliser des systèmes où vous allez avoir maintenant un système de biométrie, puisque dans ces pays-là, les gens n'ont pas forcément, des fois ils ont perdu leur papier, et donc ça va permettre d'être quand même plus facile. Acceleration, and we do believe that technology can make a huge difference in that, to make sure that we can reach these people that are in need, but what is really the key here is that we provide them opportunity for a life going forward and to be able to take care of themselves. So that's the ultimate goal. Donc on voit que bien sûr il y a une histoire d'aide. Après moi je suis pas tout à fait d'accord parce que pour moi oui effectivement ils vont aider les gens, mais il y a un contrôle total.
Et c'est le problème du numérique, c'est qu'il y a en fait un contrôle total. Mais bon, là, je m'égare un peu du sujet. Absolutely. On that theme, we often hear about ethical and responsible innovation. The UN agencies seem positioned well to actually achieve that, but what does that mean to you? Yeah. So the UN has, of course, the highest values and principles against we deliver human rights, sustainability, like SDGs, but also collaboration and coordination. So coordination and collaboration is really of the essence because we cannot do these things ourselves. So public and private partnership are very important that we get the best solutions out there and actually can work together. So that's where collaboration and coordination is really of the essence. And you, the network, so it goes down to the network. So we want everyone to have responsible delivery. So when we talk about human rights, we don't just talk human rights in particular countries. We're talking about equality across the network and that you are delivering your technology solution also with the highest standards, with the highest values that we, the UN system, work against. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu en résumé. L'objectif en fait c'est d'envoyer, alors c'est de l'USDC, parce que Stellar c'est lié en fait tout simplement à l'USDC, et l'objectif en fait c'est tout simplement d'envoyer donc dans des wallets, entre des wallets numériques pour avoir des rampes en fait d'entrée et de sortie. Et en fait ça, bah, c'est tout simplement CBDC, c'est tout simplement ce que fait la CBDC. Et donc en fait, moi ce que je vois par rapport à ça, c'est que en fait ce que fait Stellar actuellement avec la fondation, c'est en fait elle teste pour l'instant ce qu'elle va faire ensuite avec la CBDC au niveau national. Et donc en fait c'est juste un test. Pour l'instant ils testent en fait tout simplement. Ça leur permet de tester tout simplement eh bien ces envois et de voir si la technologie fonctionne. Et puis après bah il y a bien sûr un pilote test aussi sur on l'a vu, je vous ai montré sur l'Atlantic Council avec la Stellar. Mais là c'est des tests et on voit, regardez, Tascombok, il revient nommé Electronic Money Pilot, adoption de blockchain pour transformer le paysage des paiements en Ukraine. Les détails de l'externalisation et de la distribution de monnaie électronique sur la blockchain, y compris la transparence, la responsabilité, la sécurité, les faibles coûts de transaction et les coûts élevés. Alors déjà on sait que c'est vrai que ça peut être intéressant dans le sens où tout le monde sait très bien que l'Ukraine au niveau corruption c'est un truc de fou. Là, et c'est peut-être pour ça que vous voyez de temps en temps dans les journaux, on voit que l'Ukraine, quelqu'un a été chopé avec 5 millions dans ses placards, etc. C'est peut-être pour aussi montrer aux gens et leur dire, bah, vous voyez, avec notre technologie, ça sera plus possible. Bon, à mon avis, il y a des réseaux privés, même sur les blockchains, on peut le faire, mais bon. Donc c'est peut-être aussi pour justement dire aux gens, vous voyez, grâce à la blockchain, tout est transparent. Voilà. Donc, on va juste regarder quelque chose d'intéressant. Dans les entreprises qui ont investi dans Stellar, on a quand même des grosses entreprises. On a IBM par exemple. Et alors c'est intéressant parce qu'en fait, dans les entreprises qui ont investi dans Stellar, si on regarde les actionnaires, c'est ça qu'il faut regarder, c'est les actionnaires des entreprises ou des fonds d'investissement qui ont investi dans Stellar, bah, on retrouve en fait, vous voyez, bah, par exemple, sur IBM, les principaux actionnaires d'IBM sont, et on voit qui, BlackRock, State Street et Vanguard. Donc on voit c'est toujours les mêmes, donc en fait ils sont positionnés partout et on voit donc que BlackRock a investi dans IBM qui est un des plus gros investisseurs dans le réseau, dans Stellar.
Donc on voit que en fait de toute façon il y a des liens. On a Stellar qui rejoint l'écosystème Mastercard crypto crédentiel pour déverrouiller, ça c'est énorme, pour déverrouiller les interactions vérifiées sur les réseaux de blockchain public. Donc on voit que ça va aussi pouvoir aider pour tout simplement là aller sur des fournisseurs de portefeuilles crypto comme par exemple en Amérique du Sud le Mercado BTC, WireX, Coin, etc. Donc ça va vraiment simplifier les choses. Donc pour l'instant, pour moi, ils sont encore en test, mais il faut bien comprendre qu'en Ukraine, de toute façon, c'est Stellar qui gère. Et je pense qu'il y a pas mal de pays où en fait, c'est pas forcément que le XRP. Il va y avoir beaucoup d'utilisation de Stellar par rapport au CBDC. Je pense personnellement, même si la plus grosse infrastructure, en tout cas avec les banques, on sait, ça c'est Ripple. Mais pour les paiements transfrontaliers, Stellar va avoir quand même une grosse utilité. On va justement maintenant parler un tout petit peu de Ripple. On a vu qu'ils avaient annoncé leur partenariat pour le RULSD et on a tout simplement, on va regarder juste quelles sont les entreprises. On a Uphold, on a Bitstamp, on a Bitso, c'est quand même pas mal. Moonpay, ça c'est intéressant. Independent Reserve, on a Coin, Mena et Bullish. Donc ça, et je pense que bien sûr ça va s'accélérer, mais déjà dans les partenariats stratégiques, c'est quand même déjà vraiment pas mal du tout d'avoir ces grosses rampes en fait. Voilà. On continue. Et on a la houle du Ripple 2024. Alors il y a le Ripple Swell qui vient de se terminer et les événements. Le Ripple Swell 2024 a été un énorme succès, réunissant certains des leaders les plus respectés de la crypto, des responsables politiques et des décideurs pour discuter de XRP et de la crypto en général. Donc ils ont expliqué, bien sûr, ils ont fait ce que je viens de vous dire, où ils ont montré leur partenariat avec Bitso, Uphold, etc. Tous ces partenaires, tous ces exchanges. On a, alors là c'est ça qui est intéressant cet article, on a RULSD qui aura un avantage sur les leaders du marché USDT et USDC. Il sera approuvé et figurera sur la liste verte du département des services financiers de New York, évidemment, puisque Ripple ils ont obtenu le fait que ce n'est pas une sécurité tout simplement, et ça ne sera pas mis dans le procès contre la SEC. Il n'y a pas eu d'appel de la SEC de ce côté là. Donc je pense que vraiment ça ouvre la voie pour le RULSD. Bien sûr il va falloir du temps, ça va pas se faire du jour au lendemain. Plusieurs acteurs importants de la crypto et de la finance sont montés sur scène, de Coinbase au géant bancaire français Société Générale, en passant par le leader de la crypto en Amérique du Sud, Mercado, Bitcoin. Ici on a un article avec Stuart Alterotti qui nous dit tout simplement ce dépôt met officiellement son appel en mouvement dans le procès XRP, un mouvement que beaucoup dans l'industrie protestent à nouveau. Et là il a confirmé que la société de paiement blockchain déposera le formulaire C la semaine prochaine sans date exacte. Et donc en fait la timeline, logiquement ça serait cette étape pourrait durer environ 3 mois où en fait ils vont devoir déposer des mémoires en fait sur le formulaire C. Et cette étape pourrait durer environ 3 mois et se prolonger jusqu'au premier trimestre de 2025. Selon le calendrier prévu, cet appel durera probablement jusqu'à 1 an ou plus avant qu'une décision soit rendue, c'est-à-dire ça serait logiquement vers juillet-août 2025, voire peut-être même un petit peu plus. Moi personnellement je pense que je pense que ça va se faire rapidement après les élections. Je pense que dès que Gary Gensler va se faire dégager, je pense qu'il va y avoir ils vont arrêter ce procès. En tout cas c'est ma théorie. Voilà.
Juste pour parler toujours des partenaires, on a la BRI. Alors attention, la BRI, c'est pas la BIS, hein. C'est la banque du alors je sais pas comment on dit, du Rakyat d'Indonésie qui s'associe à Nium pour développer des solutions de paiement transfrontalier en temps réel. Donc on a Nium, je vous rappelle que Nium c'est un des plus grands partenaires de Ripple qui s'associe avec une grande banque en Indonésie. Il y a quand même 300 millions de personnes en Indonésie. Donc c'est intéressant de voir que les partenaires continuent leur évolution. Pareil, Finastra, je pense que tout le monde, enfin vous connaissez, vous savez que c'est un grand partenaire de Ripple qui s'associe à LP Bank pour moderniser la gestion du trésor. Voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé, on va juste passer maintenant. Voilà. Juste vous parler 2 minutes. Alors, ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur le Discord. Et là, je laisserai des vidéos qui durent à peu près 6 heures. C'est hyper long, mais un jour, si vous avez le temps, c'est passionnant sur toute l'histoire des Rothschild, mais surtout des Khazars depuis le début, pas du 6e siècle, mais avant. Vraiment l'histoire des Khazars et comment ils ont pu infiltrer leur histoire du départ et comment et leur origine aussi, c'est ça qui est très intéressant, et de voir un petit peu comment ils ont réussi à conquérir tout simplement par des stratagèmes qui sont hallucinants, et par bien sûr ce qu'on appelle la monnaie babylonienne, tout simplement. Et on va juste écouter, il y a en résumé, je pense que vous le savez, la famille Rothschild a tout simplement eu 5 enfants, et ces 5 enfants, en fait, si vous regardez bien, c'est les cartels bancaires qui ont été faits en Europe. Donc vous avez une branche italienne, une branche allemande, une branche en Autriche, une branche la plus grande, la plus importante, une en France, et une aussi la plus importante d'Angleterre. Et il faut savoir donc que c'est quand même vachement stratégique. Ces enfants ont été placés dans chaque pays. Et il y a une chose que vous verrez aussi, c'est que ils se sont mélangés, en fait, au niveau sanguin, ils se sont mélangés uniquement avec des royautés, c'est-à-dire que ou de leur sang, leur propre sang. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, le fils Nathan de Rothschild, ensuite il se sont mariés, mais il a utilisé une cousine germaine d'une autre branche, c'est-à-dire d'une Italie, une autre d'Autriche a utilisé une autre branche de France, etc. Vous voyez, et c'est tout un micmac où en fait c'est tout simplement des cousines germaines avec qui ils se sont mariés pour pas mélanger en fait leur sang. Et les seuls avec qui ils se sont mélangés, ce sont de la famille royale, où ils ont réussi à s'infiltrer et à se mettre avec tout simplement des royautés. Ils sont très forts. On va juste regarder 2 minutes. In Europe, and by doing so, he himself became very rich as well. Eventually, he started managing money for other princes and even entire governments. By this point, he had several adult sons. So what he did was he created a Rothschild bank, and he sent each of his 5 sons to a different capital in Europe to run a branch there. His eldest son, Amschel, ran the original branch in Frankfurt, and then his son Solomon was sent to Vienna, Nathan to London, Karl to Naples, and James to Paris. The family then developed a network of agents that allowed for safe and speedy transfer of gold across the continent, as well as for ease of communication between the various branches. This made all 5 branches extremely successful. However, the London branch was perhaps the most successful of all.
During the Napoleonic Wars, Nathan almost single-handedly financed the entire British war effort and took care of paying British troops and their allies across the continent. There's a well-known legend that the family made their millions by taking advantage of the fact that they received word of Napoleon's defeat one day ahead of everyone else in London. Voilà, je vais pas tout vous mettre, mais c'est assez intéressant. Juste là, vous voyez, sur la défaite de Napoléon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils avaient dit qu'ils avaient gagné. Ils ont tronqué, comme ils avaient aussi en fait un contrôle des médias, ils ont dit qu'ils avaient gagné et en fait, ils avaient acheté des actions, des obligations et ils ont donc en fait tout le monde a cru que tous les Anglais en fait ont vendu en croyant que en fait Napoléon avait gagné et en fait du coup tout le monde a vendu pour une bouchée de pain, les actions ont complètement chuté et lui il a tout racheté et le lendemain tout le monde a su la vérité que en fait c'était faux et c'est que des manipulations comme ça, c'est incroyable. C'est assez vraiment impressionnant, c'est des stratagèmes qui sont enfin bref, c'est voilà. Eh bien écoutez, je laisserai, si ça vous intéresse, je pense que c'est vraiment intéressant, je vous laisserai le lien de cette de la fabellerie de cette vidéo, ça peut être intéressant. Voilà, j'ai terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous souhaite un agréable week-end et pour ceux qui sont intéressés, le dimanche de 20h à 22h, je suis en vocal sur Discord, si jamais vous avez des questions sur des sujets bien sûr plutôt crypto, finance ou en tout cas d'autres, ça peut être intéressant de papoter. Voilà, à très bientôt, ciao.